Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, hop, voilà, très bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un troisième live qui est organisé sur notre page Facebook Studeli. Je vous laisse gentiment arriver. En attendant, comme d'habitude, je vais passer aux présentations. Moi, je suis Jessica Morel, chargée de communication et des relations publiques au sein de Studeli. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Monsieur Loïc Maty. Merci d'être avec nous aujourd'hui et d'accepter de participer à notre live et de répondre à tous nos internautes. Loïc Maty, qui est directeur des admissions au sein de Paris School of Business. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Surtout les étudiants, je pense, enfin les internautes qui vont vous remercier au fur et à mesure du live. Donc comme d'habitude, le temps qu'on commence officiellement, je vais un peu expliquer du coup le but, enfin l'objectif de ce live. Donc le grand sujet, c'est les études en France. On va vous apporter un maximum d'informations sur les études en France. Monsieur Maty va expliquer son poste et également vous présenter du coup l'école. Qu'est-ce que Paris School of Business, les cursus, les carrières qu'il est possible de faire derrière. Enfin voilà, on va répondre à un tas de questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires en question. On va essayer d'y répondre au maximum durant ce live. Si jamais on ne répond pas à votre question dans la seconde ou dans la minute même, ne vous inquiétez pas, on se réserve une partie questions-réponses à la fin du live et on essaiera d'y répondre au maximum pour vous éclairer du coup sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. On va commencer. Donc Loïc Maty, je vous remercie encore une seconde fois, je ne le ferai jamais assez, mais vaut mieux trop que pas assez, d'accepter d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais vous laisser très vite la parole. Déjà vous présenter vous, votre poste, votre mission au sein de PSB et également qu'est-ce que Paris School of Business, qu'est-ce que ça représente. Voilà, je vous laisse la parole. Super, merci Jessica, merci à Studeli. Bonjour à tous les internautes. J'espère déjà que tout le monde vit la situation actuelle dans les meilleures conditions possibles. C'est pas facile. Donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être présent parmi vous. Donc comme l'a dit Jessica, je suis Loïc Maty, je suis le directeur des admissions de Paris School of Business, une grande école de management qui est basée à Paris et qui a été fondée en 1974. Et mon rôle à moi, c'est d'organiser toutes les procédures d'admission et de faire en sorte que tous les candidats respectent un petit peu les modalités pour intégrer l'un des programmes de Paris School of Business. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, justement, en parlant d'admission et de programme, comment on fait pour accéder à votre école, pour déposer sa candidature ? Alors, nous, on a, dans notre école de commerce, on a différents cursus de différents niveaux. On a notamment 2 programmes distincts. Le premier, c'est le bachelor. Donc, le bachelor dure 3 ans après le baccalauréat ou équivalent. C'est un programme bachelor qui a pour vocation de former des professionnels qualifiés. Donc, on a 2 années de tronc commun, 1 année de spécialisation. Et c'est un cursus qui est accessible en français ou en anglais. D'accord. L'autre cursus, et le programme le plus populaire parmi nos étudiants, qu'ils soient français ou étrangers, c'est le programme Grande École. Là, on est sur un cursus de 5 ans qui permet de valider un diplôme de master, donc Bac+5. Et le cursus est construit de manière un petit peu différente. On va avoir 3 années qui sont plutôt généralistes. Donc, on va aborder le management. Et dans le management, il y a différentes filières. Ça va de la comptabilité à la finance, au marketing, management, négociation, etc. Donc, les 3 premières années sont plutôt généralistes, avec la possibilité de partir dans le cadre d'un échange en 3e année. Et on se spécialise durant les 4e et 5e années de master dans différents domaines. Donc, ça va des métiers du chiffre, l'audit, la comptabilité, le conseil, en passant par la transformation digitale, tout ce qui est data management, cybersécurité, jusqu'au marketing, aux ressources humaines ou la logistique. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, vous avez vos modules, après avoir été diplômés, justement, est-ce que vous avez des exemples des étudiants, quel type de métier ils peuvent être amenés à pouvoir faire après avoir été diplômés ? Alors nous, on est une école de management, donc si je prends le Bac+5, nous, notre vocation, c'est de former des managers.
Donc, en fonction de leur spécialisation, ce qu'ils vont choisir en 4e ou 5e année, on va former des managers dans le secteur de l'audit, du marketing, des ressources humaines. C'est assez vaste, hein, ça dépend vraiment de sa spécialisation. Mais surtout, le socle de connaissances qu'on acquiert durant les premières années permet d'évoluer dans différentes industries. Donc, c'est pas parce qu'on a fait de la comptabilité en spécialisation qu'on peut pas s'orienter vers un autre secteur par la suite. Voilà. Nous, après, dans le management, l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir des postes à responsabilité, c'est de gérer des équipes, c'est d'être en lien avec la direction pour la stratégie, l'opération, etc. Voilà, ça dépend des filières. Donc, c'est vraiment très vaste et j'invite, je crois que les liens pour télécharger la brochure sont sur le site web. Voilà, j'invite vraiment les étudiants à télécharger les internautes plutôt à télécharger la brochure pour voir toutes les spécialisations qui sont à disposition. D'accord, très bien. Du coup, on a vite passé un peu la présentation de l'école. Moi, j'avais une question concernant, du coup, combien d'étudiants aujourd'hui ça représente? Je crois que vous faites partie aussi d'un grand groupe d'écoles. Combien d'étudiants, du coup, chaque année ça représente? Et en particulier d'étudiants étrangers que vous accueillez au sein de PSB? Alors, nous, au sein de notre école, on accueille là actuellement 4000 étudiants. Donc qui sont répartis en 6 grosses catégories de programmes, donc le bac+3, bac+5. On a aussi des formations de type Master of Science, des MBA pour les étudiants qui ont une expérience professionnelle et des doctorats pour les étudiants qui ont une expérience professionnelle et qui veulent s'orienter vers de la recherche appliquée. Sur ces 4000 étudiants, on a environ 700 étudiants qui viennent de l'étranger, donc qui viennent de plus de 107 nationalités différentes. Je crois que le plus petit pays, c'est Saint Kitts et Nevis, et j'aurais moi-même du mal à le placer sur la carte. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent d'Afrique. Je pense au Maghreb, je pense à l'Afrique subsaharienne, que ce soit francophone ou anglophone, et qui intègrent nos programmes. D'accord, très bien. Alors, on va parler du coup un petit peu plus admission, mais admission aussi dans la période qui est un petit peu spéciale avec le Covid. Donc, du coup, je suppose que ce virus, ça impacte de nombreuses sociétés, donc de nombreuses écoles et également pas mal de projets étudiants. Je pense que pas mal d'étudiants aussi se posent du coup des questions sur qu'en est-il des admissions pour l'année 2020-2021? Est-ce qu'il est possible encore de postuler à certains de vos programmes, que ce soit pour le bachelor ou le master? Du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des dispositifs, vous, de votre côté, qui ont été mis en place spécialement avec le Covid, où on est obligé du coup d'un peu tout revoir cette partie-là? Alors, je confirme, on a dû revoir absolument toutes les modalités d'admission, bien que notre campus soit actuellement fermé à la demande des autorités françaises. Toutes les équipes de l'école opèrent en mode télétravail. Tous les cours, depuis le premier jour de confinement, ont lieu en distanciel, donc via des plateformes et nos systèmes de e-learning, etc. Donc, tous les cours sont dispensés sur les mêmes créneaux avec les mêmes professeurs, le même programme. Quant aux modalités d'admission, c'est vrai qu'on a dû tout modifier. Alors là, on s'adresse vraiment aujourd'hui, je pense, à des étudiants qui sont à l'étranger. Oui. Donc, pour eux, ça change un petit peu. Ils sont un petit peu moins impactés dans le sens où les étudiants qui sont à l'étranger n'ont pas besoin bien sûr, peuvent tout faire par distance. Donc là, ça change pas. Et donc, bien entendu, ils peuvent encore candidater. La principale différence, c'est qu'auparavant, on devait avoir un entretien, parce que quand on parle d'admission, il faut que tout le monde soit qu'il n'y ait aucune rupture d'égalité. Donc, auparavant, pour les étudiants qui étaient en France métropolitaine, ils devaient se déplacer sur notre campus pour passer les épreuves orales sur le campus. Et les étudiants étrangers étaient évalués par distance, soit via Skype ou des outils de ce type. Mais pour éviter, vu qu'on ne demande plus aux étudiants français de passer un entretien, la même chose vaut pour les étudiants étrangers. Donc, les admissions durant la période de confinement se font uniquement sur dossier. D'accord, ok. Donc, on demande aux candidats d'envoyer un dossier complet. Donc, il y a un formulaire de candidature. On va demander différents documents, les bulletins, diplômes depuis le lycée. On va demander une lettre de motivation, un CV détaillé. On va demander des lettres de référence. Et en fonction de la langue d'enseignement et la langue parlée par l'étudiant, on peut lui demander un test. Je pense au TCF pour les francophones, qui est dans tous les cas demandé quasiment par tous les campus France ambassades en Afrique, et un test d'anglais si on souhaite étudier en anglais au sein de notre école.
D'accord. Mais est-ce que du coup, j'ai une question, est-ce que du coup, il y a un délai supplémentaire qui a été mis en place par votre école, pardon, pour pouvoir déposer son dossier? Parce que je sais que, comme vous venez de l'énoncer, parfois vous avez besoin d'un test de langue. Et je sais que dans certains pays, il n'est plus possible pour les étudiants de passer ce test parce que tout est fermé. Du coup, est-ce qu'il y a des délais supplémentaires qui s'offrent aux étudiants pour faire face à ça? Absolument. Alors, non seulement il y a des délais supplémentaires, mais surtout, on fait preuve d'un peu plus de souplesse par rapport au dossier. C'est-à-dire qu'auparavant, si un dossier n'était pas complet, on ne pouvait pas l'étudier, on n'allait pas l'évaluer. Donc, on attendait d'avoir le test, les lettres de référence, etc. À partir de quoi, depuis le confinement et au moins jusqu'à la fin de l'année, je pense, hein, parce qu'on sait que ça va prendre un peu de temps, on fait preuve d'un peu plus de souplesse. Donc, un candidat qui souhaite déposer un dossier, s'il n'a pas le test du TCF, on va quand même étudier son dossier. Et s'il est admis, on va lui demander, il sera admis sous réserve de fournir le TCF, qui dans tous les cas sera nécessaire pour la demande de visa. Donc, on fait preuve d'un peu plus de souplesse par rapport au dossier. Et voilà. Et mais malgré tout, il faut envoyer le maximum de documents disponibles durant ce confinement. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, pour postuler, donc tout se passe en ligne. C'est envoyé directement sur une adresse mail ou c'est directement sur le site internet de l'école? En fait, il y a deux options. C'est soit tout peut se faire, bien entendu, par distance. Donc, ça peut être sur le site internet, mais sur nos dossiers de candidature, on retrouve l'adresse à laquelle il faut envoyer les messages, mais ça peut être transféré à moi. Il me semble que mon adresse email après est partagée à la fin. Donc, il ne faut pas hésiter, bien entendu, à m'envoyer des mails ou à me contacter. Et à partir de là, on pourra rediriger un petit peu selon les demandes de programme. Et je voulais juste rappeler par rapport aux modalités d'admission, un changement aussi, c'est qu'habituellement, les frais de candidature sont de 100 €. D'accord. Et qu'en période de confinement, et vu qu'il n'y a plus d'épreuves orales, les frais de candidature sont de 50 € pendant la période de confinement. Voilà. Donc, la prise de risque, entre guillemets, financière pour candidater, elle est aussi 50% moins élevée. Donc, on passe de 100 € à 50 €. D'accord, très bien. Donc, j'ai une autre question aussi qui concerne un petit peu plus au niveau des filières. Quels sont les métiers qui sont le plus souvent choisis par vos étudiants et quelles sont les filières aujourd'hui, selon vos statistiques, je suppose que vous en avez, quelles sont les filières qui embauchent le plus? Alors nous, traditionnellement au sein de notre établissement, on a plutôt une vraie expérience dans tout ce qui est métier du chiffre. Donc, je pense à la comptabilité, à la finance, à l'audit. Donc, ce sont des spécialisations qui sont très populaires parmi nos étudiants depuis quasiment la création de l'école. Et ce sont aussi les secteurs qui, jusqu'à présent, avaient tendance à recruter le mieux et aussi à offrir les salaires les plus avantageux à nos étudiants. D'accord. Donc, c'est vraiment ces filières-là. On note cependant une vraie tendance pour tout ce qui est digital. Et je pense que ce sera une des conséquences du Covid aussi, c'est que l'impact du digital sera de plus en plus fort. On a des spécialisations comme digital business, comme data management, qui est une spécialisation qui a été créée à la demande de nos entreprises partenaires. Je pense à la cybersécurité, qui sont des secteurs où il y a une vraie demande de la part des entreprises en termes de recrutement et où les salaires sont plutôt élevés. D'accord, très bien. Donc, je suppose si vos formations aussi proposent quand même pas mal de digital, je suppose que vous-même, au sein de votre école, avec vos mécanismes, vous êtes très spécialisé dans le digital. Quels sont du coup les moyens que vous aviez mis déjà sur le digital avant même le confinement? Parce que j'ai l'impression que du coup, vous étiez vachement préparé à ça, en tout cas au moins pour répondre au plus vite à la demande, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, pour maintenir les cours en ligne. Comment du coup vous sortez du lot par rapport à d'autres écoles, en tout cas sur le digital, parce que j'ai même vu que sur votre site internet, vous proposez par exemple des portes ouvertes digitalisées. On n'en voit pas partout. Que pouvez-vous dire du coup sur ça? Alors, il y a deux choses. Il y a l'aspect enseignement, l'aspect académique, donc où on a en effet plusieurs spécialisations dans le domaine du digital et de la transformation digitale. Donc, j'en ai cité 3. On a aussi ressources humaines et transformation digitale. Donc, on a maintenant 4-5 spécialisations pour le programme Grande École Bac+5 dans ce secteur-là. On a mis en place aussi un double diplôme avec une université parisienne pour le Bac+3, notre bachelor, où on peut valider et le diplôme de PSB et le diplôme d'une université parisienne.
Donc ça, c'est une première chose. Puis après, on a tous les outils maintenant qui nous permettent un petit peu de digitaliser tout ce qui est enseignement. Donc, on a une plateforme maintenant, nous, on le voit, et nos étudiants, ils ont de moins en moins tendance à occuper notre bibliothèque, qui auparavant occupait une grande partie de notre bâtiment. La majorité des ressources sont désormais en ligne, quasi-totalité. Donc, maintenant, nos étudiants ne nous demandent plus d'avoir accès à des milliers de livres physiques, vu qu'ils y ont accès en ligne. Ça, c'est une chose. Il y a des cours, des modules d'enseignement qui font partie intégrante des cours classiques. Donc, il y a toujours une partie, on appelle ça le blended learning en anglais, donc une partie où vous avez le cours en présentiel. Comme des MOOC. Comme des MOOC, bien entendu. À la différence du MOOC, c'est qu'il y a un vrai suivi, il y a une vraie supervision du corps professoral, donc qui est là et qui est constamment là. Donc, on n'est pas l'étudiant, on lui dit pas va te connecter sur tel site et fais un petit peu ce que tu veux. On lui dit voilà, maintenant il y a une partie digitale, il va falloir apprendre à travailler en ligne, il va falloir apprendre à travailler par distance, et ça permet comme ça aussi à des étudiants de maîtriser un petit peu les deux types de manières d'apprendre. D'accord, ok. Et juste, il y a aussi la possibilité, bien entendu, au sein des différents cursus, de passer et de valider différentes certifications en plus du diplôme donc de PSB, mais des certifications de type Google AdWords. Après, ça dépend des filières, mais c'est en complément, et souvent, ça a tendance à se faire en ligne aussi. D'accord. Mais donc, du coup, vous parlez quand même pas mal des étudiants qu'aujourd'hui peuvent continuer à suivre les cours en ligne. Mais donc, du coup, pour les examens, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe aussi en ligne? Enfin, quelle, du coup, solution a été mise en place pour ça? Est-ce que c'est déplacé? Alors, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, c'est toutes les écoles de France, et j'ai presque envie de dire du monde, sont impactées par la situation. Donc, nous, en effet, mes collègues en charge de l'aspect académique ont digitalisé aussi les examens. Donc, il y a certains… alors, tout est fait sous supervision électronique, etc. On a différents… il y a énormément de structures qui ont été créées qui permettent de superviser un petit peu les examens en ligne pour s'assurer que ce soit bien le candidat qui passe l'examen en question. Et après, on a modifié. Donc, il y a parfois des rapports à compléter. Il y a parfois des examens classiques qui sont faits sur un créneau bien spécifique et un délai comme s'ils étaient sur notre campus. Tout est vraiment adapté à la situation pour qu'il n'y ait aucun changement par rapport à la scolarité des étudiants. D'accord, très bien. Je vois dans certains commentaires déjà des questions un peu sur le diplôme. Est-ce qu'ils sont reconnus à la RNCP? Alors, ça va au-delà du RNCP, ça devient technique. Les deux formations, donc bachelor et programme grande école, sont des diplômes visés. Donc, par visé, et c'est là que les termes sont parfois un peu confusants. Quand un diplôme est visé, ça veut dire que tout en étant une école de commerce privé, ce que nous sommes, les diplômes nous sommes habilités à délivrer des diplômes au même titre qu'une université publique française. D'accord. On a en France, il y a différents niveaux de reconnaissance. Le premier, le plus élevé, c'est le visa. Donc, il y a des visas pour les bachelors, les bac plus 3 et visa grade de master. Si vous avez le visa d'office, vous êtes RNCP. Donc, selon le bac plus 3 ou bac plus 5 au niveau. Et en plus de ça, notre école bénéficie de toutes les accréditations internationales qui sont spécifiques aux écoles de management. Donc, je pense à IPAS, AMBA et AACSB. Aussi, c'est un petit peu technique, mais qui sont des labels qui permettent de valoriser les formations et donc le diplôme de nos étudiants en France ou à l'étranger. Donc, toutes les formations de PSB sont reconnues en France et à l'étranger sans difficulté. Et c'est ce qui nous permet aussi, et c'est ce qui confirme, sur 4000 étudiants, on a quand même 700 étudiants étrangers qui sont chez nous. Donc, ils ne sont pas présents juste pour découvrir Paris, mais vraiment parce que c'est une formation qui est reconnue et qui va leur permettre après d'exercer un poste à responsabilité. D'accord. Et est-ce que vos formations sont identiques à chaque fois dans toutes les mêmes écoles ou dans certaines écoles, vous proposez de formations qui ne sont pas dans d'autres? Je ne sais pas si je ne crois pas que j'ai été claire sur ma question. Non, je ne suis pas sûre de comprendre. En gros, je sais que des fois, vous pouvez avoir plusieurs écoles donc, dans le monde entier, dans plusieurs pays. Est-ce que vous proposez les mêmes cursus ou cela dépend de certains pays?
Alors, nous, on a exactement les mêmes formations pour tous les étudiants, peu importe d'où ils viennent. On a uniquement un campus, notre campus, il est basé à Paris, dans le 13e arrondissement. On a nos étudiants ont selon le niveau, besoin de valider une partie de leur formation à l'étranger auprès d'établissements partenaires. Et dans le cas-là, ils suivent des formations, des cours plutôt, qui sont adaptés avec leur cursus original. D'accord. Okay. Ça répond à la question. Oui, parce que je voyais plusieurs questions en fait où on me demandait où est-ce que exactement vous étiez implanté et est-ce que justement des fois vous avez plusieurs écoles et on voulait savoir si les formations étaient les mêmes dans les écoles, les différentes écoles. Nous n'avons à date un seul et unique campus et donc du coup après c'est vraiment pour les mobilités partir dans le cadre d'un échange où là ça peut évoluer un petit peu. D'accord, très bien. Il y a d'autres questions où je crois que les internautes aimeraient avoir plus de précision. C'est sur la date limite pour candidater pour la rentrée 2020. Alors, c'est une très bonne question. Sauf que, alors en temps normal, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de confinement, que toutes les ambassades, les autorités, etc. étaient opérées normalement, on recommande toujours pour les étudiants étrangers de candidater le plus tôt possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement un dossier. C'est 50 € de frais de candidature. À partir de là, on a le dossier. Nous, on l'évalue. On est capable de donner une réponse en général sous 3 à 4 semaines. Donc, le plus tôt on dépose un dossier, le plus tôt on a une réponse. Le plus tôt on a une réponse, le plus tôt on peut entamer les démarches administratives par rapport à la demande de visa, pour ceux qui en ont besoin. Après, la date limite chez nous, habituellement, c'est plutôt, on va dire, fin août. Mais une fois encore, j'insiste, j'encourage vraiment à candidater avant août. Et je pense que vous, à Studeli, vous maîtrisez encore mieux les dates et les délais qui varient selon un petit peu les différents pays, les différentes ambassades. Oui, tout à fait. Donc, vous m'aviez parlé aussi des frais de dossier. J'ai une autre question, du coup, qui concerne les frais d'école par an. Je suppose que ça diffère en fonction des cursus choisis et des années. Alors, ça diffère il y a deux choses. Ça diffère en effet en fonction des cursus. Donc, on va dire pour le bachelor, c'est à partir de 8 000 € par année sur 3 ans. Et le programme grande école, c'est un petit peu plus élevé et on va être aux alentours de 9 000 € par année. Okay. Après, dans les deux cas, on a la possibilité à certains moments de faire ce qu'on appelle l'alternance. Et l'alternance permet aux étudiants, donc sous réserve de trouver une entreprise, de faire 2 jours de cours, 3 jours en entreprise. Et dans le cas-là, c'est l'entreprise qui prend en charge les frais de scolarité et l'étudiant devient salarié en formation. Pour ça, il faut avoir un titre de séjour, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins passé une année en France avec un statut étudiant. Okay. Bien entendu, avoir fait cette année dans les meilleures conditions possibles, avoir participé aux cours, etc. Avoir un titre de séjour et à partir de là, ensuite, trouver une entreprise qui pourra intervenir. Donc, il faut avoir, bien entendu, ce titre de séjour, un très bon niveau de français et déployer des activités pour trouver une entreprise qui accepte de vous prendre en alternance. Donc, nous, dans notre école, on a chaque année, cette année, on a environ 1500 étudiants qui font de l'alternance. Ça permet à ces étudiants que les frais de scolarité soient pris en charge par leur entreprise. D'accord. En parlant d'alternance, du coup, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous aidez les étudiants à trouver une alternance? Est-ce que vous avez un réseau d'entreprises partenaires pour justement ces années qui sont possibles à faire en alternance? Oui, absolument. On a un service alternance dédié, donc qui est composé d'une dizaine de personnes sur le campus. Donc, ce service a pour but surtout de préparer les étudiants à l'alternance, de leur expliquer ce qu'ils doivent faire, comment on rédige un CV, une lettre de motivation, comment on gère une candidature spontanée, etc. Les étudiants qui sont inscrits aussi, ils ont accès à différents outils, essentiellement en ligne, qui leur permet d'une part de remplir les données qu'on envoie après à nos entreprises partenaires, donc faire grosso modo un CV en ligne, et d'autre part d'avoir accès aux offres de stage, d'alternance ou d'emploi de nos entreprises partenaires. Elles sont plus de 3000. D'accord. Okay. Et en parallèle de ça, on a un réseau de 15 000 alumni, donc des diplômés de PSB, qui là aussi ont généralement, quand il s'agit de recruter, nous envoient une offre d'emploi, nous demandent s'il n'y a pas un étudiant qui correspond un petit peu aux critères recherchés. Oui, d'accord. Si vous n'avez pas un profil à proposer pour cette offre, d'accord. Alors, on accompagne les étudiants. Maintenant, bien entendu, c'est toujours à l'étudiant derrière assister par quoi faire l'entretien et de convaincre surtout l'entreprise lors de l'entretien. Donc là aussi, il y a du travail, il faut s'adapter à l'entreprise,
se former avant un petit peu, prendre connaissance. Préparer son entretien. Ouais. Tout à fait. Préparer autant son entretien pour l'admission à l'école d'ailleurs, et vous en faites pas directement d'entretien, mais je sais que d'autres écoles font des entretiens physiques hors confinement et par vidéo. Mais oui, il est toujours important de toute façon de préparer son entretien, que ce soit pour l'admission à l'école ou l'admission en entreprise. Alors, je suis en train de regarder un peu les questions depuis tout à l'heure. J'ai une question qui est un peu technique. Quelle est la différence entre master ER et master ERE? Alors, en effet, c'est technique. Il y a différentes formations. Nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'on délivre un grade de master ER. Donc, c'est l'équivalent d'un master 2, donc d'un bac plus 5, diplôme visé. Il y a des masters qui sont plus RNCP, qui ont uniquement la reconnaissance RNCP. Donc, une fois encore, on a la reconnaissance RNCP, c'est plus la certification professionnelle. En France, la RNCP, c'est en général le ministère du Travail qui va dire nous, on estime qu'avec cette formation, les étudiants, les diplômés auront acquis un certain nombre de compétences professionnelles. Le grade de master ou le visa, ça permet de dire non seulement vous avez ces compétences professionnelles, mais aussi vous avez les compétences académiques, les connaissances un peu plus académiques en lien avec la formation. Donc, il y a ces deux types de formation, de diplômes. Il y a aussi des masters of science, où là, il y a une partie en français, une partie en anglais. Il y a des masters spécialisés, c'est assez technique. Après, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Il faut se méfier on peut toujours se méfier des intitulés, etc. Il faut bien regarder on a parlé des spécialisations juste avant, dans quel secteur il y a plus de potentiel. Il faut aussi choisir une spécialisation en fonction de ses envies, de ses attentes, de son projet personnel, professionnel, ce qu'on compte faire, et pas uniquement selon des critères très quantitatifs. Justement, en parlant de projet étudiant, est-ce qu'il est possible, avant même de candidater, de préparer tout son dossier, est-ce qu'il est possible de s'adresser à vous pour que justement un étudiant puisse parler de ses souhaits, parler avec vous de son projet professionnel, et que vous, à l'inverse, le conseillez sur différentes formations, etc. Absolument. Donc, moi, j'invite vraiment les étudiants. Alors, sur notre site web, on peut prendre un rendez-vous, et quand on prend un rendez-vous, c'est un rendez-vous qui, bien entendu, se fait par distance, par téléphone. Donc, sur notre site, il y a une rubrique prise de rendez-vous. Il suffit de sélectionner un créneau, de dire, voilà, moi, j'aimerais qu'on me rappelle, j'aimerais prendre rendez-vous demain à 14h30. Et à partir de là, nous, on rappelle les étudiants pour évoquer avec eux leur projet, tout simplement. Donc, moi, j'invite vraiment à nous contacter, pareil, à me contacter soit par mail, soit à prendre rendez-vous sur le site. Et à partir de là, on vous recontacte. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vérifier qu'on a une offre qui correspond au projet de l'étudiant. Ça ne sert à rien de déposer un dossier de candidature et de payer 50 € si derrière, on n'est pas du tout, nous, on n'a pas la spécialisation, ou on ne correspond pas du tout au projet des candidats. D'accord. J'ai une question. Quel est le lien entre PSB et Galileo Global Education? C'est une très bonne question. Galileo Global Education, c'est un groupement d'écoles, donc basé dans le monde entier. C'est le leader européen et le deuxième acteur mondial dans l'enseignement supérieur. Et on fait partie de ce groupe. Et l'avantage de faire partie de ce groupe, c'est que ça donne accès à nos étudiants à une certaine hybridation des compétences. C'est-à-dire que nous, PR Paris School of Business, on est une école de management, donc on forme des futurs managers et on forme dans les domaines du management. Mais pendant leur scolarité, nos étudiants doivent compléter des séminaires dans des domaines différents et complémentaires. Je prends un exemple. On sait qu'un manager, il passe un peu plus de 40% de son temps à communiquer avec ses équipes, avec ses clients, avec ses prospects, avec sa hiérarchie, etc. Donc, la capacité à communiquer est importante. Nous, on pourrait faire un cours de communication classique pour nos étudiants. On a décidé de faire autrement. Plutôt que d'avoir ce genre de cours, on envoie nos étudiants auprès d'une autre école du groupe qui s'appelle le Cours Florent, qui est une des écoles les plus réputées dans tout ce qui est comédie, art dramatique. D'accord. Et nos étudiants, là, vont être plutôt, par exemple, la prise de parole en public, il va être enseigné par des comédiens. Donc, on veut pas l'objectif, c'est pas que nos étudiants deviennent comédiens eux-mêmes, mais c'est qu'ils soient capables de bénéficier des conseils d'un professionnel de la mise en situation directement plutôt qu'un cours classique. Exactement, plutôt qu'un cours lambda où on va suivre. Il y a des cours qui ne nécessitent pas ce genre d'interaction. Je pense à la comptabilité, par exemple, classique.
Mais la prise de parole en public, ça fait partie des cours où on a besoin de tester, de s'exprimer. Alors, les étudiants sont filmés, c'est revu, etc. On a d'autres cours dans différentes filières. Ça va passer par tout ce qui est digital, justement, apprendre à coder, programmer. Là, l'idée, c'est pas que nos étudiants deviennent des ingénieurs, loin de là, hein. On reste une école de management. Mais pour nous, c'est important qu'ils soient capables de comprendre un petit peu la manière de travailler des ingénieurs, comment ça se passe, et de pouvoir communiquer aussi et travailler dans le futur avec des gens avec qui ils seront amenés à coder. D'accord, ok. Donc, le fait d'appartenir à ce groupe nous permet d'avoir des synergies très importantes. Et on a mis en place ces ateliers donc au sein du programme Grande École où les étudiants doivent compléter 4 ateliers dans des domaines différents mais complémentaires au management. Et l'avantage de ce groupe, c'est de pouvoir les faire dans des écoles de qualité reconnues dans ces domaines-là. D'accord, très bien. Alors, j'ai une question pour le coup qui a absolument rien à voir avec ce dont vous venez de répondre. Mais là, on parle un peu plus insertion professionnelle. Donc, j'ai une question qui est, quel est le taux d'insertion professionnelle de vos diplômés après 6 mois? C'est vrai que faire des études, c'est bien, mais souvent, les étudiants s'interrogent aussi sur les débouchés. Parce que des fois, on peut être passionné par quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a certaines débouchés dans certains domaines où c'est assez compliqué de trouver un travail. Du coup, je me permets de relayer cette question. Alors, au global, donc là, je ne vais pas différencier les étudiants français des étudiants étrangers, parce qu'il y a différentes typologies. Mais ce que je peux dire, c'est que nous, grâce à l'alternance, notamment, on a plus de 90% de nos étudiants qui trouvent un emploi avant même d'avoir leur diplôme. Pourquoi ? Parce que quand vous faites de l'alternance, l'alternance favorise l'insertion professionnelle. Vous êtes 2 jours en cours, 3 jours en entreprise. Donc, c'est 3 jours en entreprise. Une entreprise, quand elle prend un alternant, elle investit. Elle investit du temps à le former, elle investit de l'argent aussi, puisqu'il y a un salaire, elle prend en charge des frais de scolarité. Et cet investissement, même si l'étudiant fournit un travail, cet investissement, il est fait pour que, dans la plupart des temps, pour que l'étudiant qui est en alternance puisse continuer vers un poste pérenne et fixe en CDI après sa scolarité. Donc, grâce à ça, on a plus de 90% de nos étudiants qui trouvent un autre job, qui signent un CDI avant même d'avoir leur diplôme. Et on a 20% d'entre eux qui trouvent un emploi à l'international. Voilà. D'accord. Après, c'est toujours aléatoire selon le statut de l'étudiant, son projet, bien entendu. Donc, ça peut évoluer. Oui, ça dépend de plein d'autres critères également. Donc ça, c'était pour la partie insertion professionnelle après être diplômé. Moi, j'ai une autre question qui a été relayée par un internaute. Quelle est l'insertion dans le campus? Donc, quelle est la vie du campus? Est-ce que vous avez des activités particulières que vous proposez? Donc là, ça parle un petit peu plus de la vie étudiante. Parce que on suppose, forcément, quand on fait le choix d'aller étudier à l'étranger, on peut se poser un peu aussi la question pour tout ce qui est intégration. Et je pense que les écoles ont tout un système pour participer à une meilleure insertion dans l'école et même en France en général. Absolument. Alors, donc nous, on a un campus qui est basé au cœur de Paris, dans le 13e arrondissement. L'avantage, c'est que on est vraiment en plein centre-ville, que c'est c'est facilement accessible via métro, tramway, RER, etc. Donc ça, c'est le principal avantage. On est dans un quartier étudiant. En plus de notre campus, il y a 2 universités publiques, d'autres écoles privées en journalisme, en communication, etc. Puis après, en termes d'intégration, donc il y a une vraie la vie associative notamment est très dynamique au sein de notre école. Donc on a une quinzaine d'associations différentes dans différents domaines, politiques, culturels, sportifs, etc. On a une association qui a pour objectif notamment de favoriser l'intégration des étudiants étrangers sur le campus. Voilà, favoriser les liens, faire en sorte que les étudiants qui sont là depuis 2, 3, 4 ans prennent conscience de l'apport et de l'intérêt de rentrer en contact avec les étudiants qui viennent de l'étranger. Et puis on a aussi sur le campus, on a une personne dédiée qui s'appelle Léo, qui est notre Student Experience Officer, qui a pour objectif d'aider les étudiants, tous les étudiants, mais principalement les étudiants étrangers, à s'acclimater à l'école, à Paris. Donc, il intervient généralement à la demande des étudiants dès qu'ils sont inscrits chez nous. Ils peuvent rentrer en contact avec lui pour d'aider sur des questions logement,
finaliser les procédures de visa quand on est en France, ouvrir un compte en banque. Ça peut être ça peut être des questions très pratiques. Où est-ce que je peux trouver un lieu de culte en fonction de ma religion. Voilà, il y a pas, voilà, on est vraiment dans l'accompagnement et le développement personnel des étudiants. Donc, il y a le côté administratif, il y a le côté étudiant avec les associations notamment. Et puis après, il y a Paris qui est une ville incroyable, qui est une des villes qui accueille le plus grand nombre d'étudiants internationaux. Et à Paris, on retrouve alors pas forcément des étudiants, mais des citoyens de tous les pays du monde. Tous les lieux de culte qui existent, toutes les nourritures possibles. Oui, voilà, donc c'est une vraie vie étudiante. Ouais. Tout à fait. J'avais une question que je voulais poser et je l'ai oubliée. Oui, je voulais simplement dire que nous aussi, du coup, Studeli, on accompagne les étudiants pour une meilleure intégration, notamment dans les démarches visa, pour obtenir votre visa, également dans la recherche de logement, etc. Nos services sont aussi là pour ça. Alors, j'ai vu une question qui a été posée 2 fois, donc je pense que la réponse intéresserait beaucoup. Elle est très précise, mais je pense qu'elle peut s'appliquer à un grand nombre d'internautes également. Alors, bonjour SVP, j'aimerais savoir s'il est possible pour un étudiant ivoirien résident dans un pays étranger comme la Russie, où j'apprends la langue russe actuellement, s'il est possible de venir étudier en France. Si oui, est-ce qu'il est possible d'éclairer sur les différentes démarches et étapes à suivre? Donc, je suppose que ça peut être un pays comme la Russie, mais un étudiant qui est déjà encore dans un autre pays et qui souhaite cette fois-ci arriver en France pour poursuivre ses études en France. Absolument. On peut très bien soit entamer, soit poursuivre ses études en France. Si c'est pour du management, ça peut très bien être chez nous. Après, ça va dépendre du projet de l'étudiant, de son niveau d'études actuel, de ses compétences linguistiques. Si c'est le français, il n'y aura pas de problème. Donc oui, absolument, bien sûr. Hein, c'est ouvert à absolument tous les étudiants, peu importe leur pays de provenance. On ne fait pas de discrimination. On ne va pas dire c'est uniquement les étudiants de tel pays ou c'est vraiment tous les pays. Donc on peut être russe et venir à PSB. On a des étudiants russes, tout comme on peut venir de Côte d'Ivoire et venir à PSB aussi sans être passé par la case Russie avant, quoi. D'accord, il faut juste déposer le dossier comme pour tous les autres étudiants au final. Exactement. Il faut, vérifier qu'il y a bien une formation qui correspond au projet et au niveau de l'étudiant. Si c'est le cas, déposer un dossier. À partir de là, nous, on donne une réponse, pareil, on a un délai de 3 à 4 semaines. Et à partir de là, on va simplement dire aux étudiants, ben voilà, vous êtes admis pour intégrer tel programme. Parfois, il y a des conditions. Ça peut être un test de langue, une fois encore, et surtout avec le confinement où on décale un petit peu. Et parfois, c'est sans condition, puisque l'étudiant aura validé son baccalauréat ou son bac plus 1, 2, 3. Voilà. Donc, ça dépend des cas. D'accord. En parlant de recrutement d'étudiants étrangers, est-ce que vous avez des chiffres un peu plus précis à nous communiquer sur le recrutement à l'international? Alors, des chiffres, j'ai beaucoup de chiffres, parce qu'on adore les chiffres. Hein, là. Après, on a beaucoup de demandes. Alors il y a différents niveaux. Comme je l'ai dit, nous on a plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui nous contactent chaque année pour nous dire ouais, moi je suis intéressé, j'ai vu votre site, etc. Donc, on commence à faire le tri, à dire bon, est-ce qu'on a vraiment quelque chose qui vous correspond? Quelqu'un qui voudrait faire une école d'ingénieur ou une école de sciences appliquées, ce ne sera pas chez nous. Donc on commence par faire le tri. À la fin, on a, je vais dire, je sais pas, moi, l'année dernière, on a dû avoir un peu plus de 2000 candidatures, donc d'étudiants qui avaient déjà passé un premier filtre. Et sur ces 2000, il y en a 700 qui ont intégré la formation l'année dernière. D'accord. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on a eu un peu plus d'admis que 700. Je crois qu'on était un petit peu au-delà de 1100 qui étaient admis. Et puis après, 700 ont décidé de s'inscrire à PSB, parce qu'il y a des étudiants qui après soit changent d'avis, continuent chez eux, vont dans une autre école, voilà. D'accord. Parce que j'ai encore une autre question mais c'est plus chiffre. Je ne sais pas si vous avez la réponse de suite, mais c'est sur le taux d'acceptation du coup sur les candidatures des étudiants étrangers. Alors là, jusqu'à présent, on était à 1 sur 3 à peu près, un admis sur 3 candidatures, en sachant que, comme je l'ai dit, on filtre, on essaie de faire en sorte, avant de payer les frais de candidature, on sait que 100 €, c'est pas négligeable, on essaie avant de vérifier que l'étudiant a bien le niveau, que ce soit académique ou linguistique. Donc quelqu'un qui nous dit, par exemple, moi j'ai pas le bac,
où j'ai un bac d'une école qu'on ne reconnaît pas, on va lui dire, écoute, là, ça ne sert à rien de candidater parce qu'on sait que tu ne seras pas admissible. Ce sera compliqué. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'il est possible de faire une formation autre que alors, c'est absolument très mal formulé. Est-ce qu'il est possible de faire une autre formation que des formations, par exemple, si j'avais fait de la, je sais pas, de la communication, je veux parler parce que moi je suis spécialisée dans la communication, de la communication durant mes premières années d'études. Est-ce qu'il est possible après, par exemple, de faire des études plus ciblées compta, parce que j'ai une question qui était est-ce que vous acceptez les non-gestionnaires pour acquérir une double compétence? Absolument, on accepte les étudiants qui n'ont pas forcément fait de management auparavant. Donc là aussi c'est un peu spécifique, mais quelqu'un qui aurait fait une licence en communication peut très bien candidater pour faire un master dans une des filières qu'on propose, donc compta, marketing, audit, etc. Après, il faut qu'il y ait un lien. On a des parcours spécifiques pour les étudiants qui n'ont pas forcément fait de management et qui leur permettent, in fine, de valider exactement le même diplôme par la suite. Donc, c'est pas gênant d'avoir fait 3 ans de communication ou 3 ans de droit ou d'ingénierie et de continuer en master. D'accord, très bien. Je crois qu'on a à peu près répondu à la totalité des questions posées sur ce live. Dans tous les cas, vous avez le mail de Monsieur Maty qui va être communiqué à la fin, et je pense même qu'il a déjà été communiqué au sein des commentaires. Dans tous les cas, comme vous l'avez précisé, il vous invite à vous rendre sur le site, à ne pas hésiter, soit à prendre un rendez-vous pour parler du projet professionnel, ou soit, si vous êtes vraiment certain, mais vaut mieux s'en assurer avant, que vous soyez sûr que vous voulez faire cette formation, etc. Donc, nous aussi, Studeli, on reste dans tous les cas à votre disposition pour toutes les procédures post-admission. On vous invite également à aller sur notre site www.studeli.com où on s'occupe de l'accompagnement pour votre visa, pour la recherche logement, pour l'ouverture d'un compte bancaire depuis votre pays d'origine. Et également de délivrer des assurances. Donc, n'hésitez pas à accéder du coup à notre site, mais également sur le site de l'école en question pour avoir toutes les informations que vous désirez. Monsieur Maty, je vous remercie du coup pour votre participation et toutes les réponses que vous avez pu donner à nos internautes présents sur ce live. Au plaisir à une prochaine fois peut-être. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions. Comme je vous l'ai déjà signifié, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous souhaite une bonne journée à vous, Monsieur Maty, et également à tous nos internautes qui nous suivent sur ce live. N'hésitez pas d'ailleurs à replay le live ou à le partager sur vos réseaux sociaux parce que je pense que ça peut intéresser de nombreux étudiants ou des personnes de votre entourage qui seraient intéressées soit pour intégrer l'école PSB en particulier ou plus généralement venir en France pour étudier. Donc, n'hésitez pas à retransférer ça sur vos réseaux. On vous remercie pour votre participation et on vous dit à bientôt. Et encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Maty. Avec plaisir. Merci à tous et prenez soin de vous. Exactement. On est en confinement et ça va bien se finir un jour. Exactement. Merci beaucoup. Merci, au revoir.